Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette troisième vidéo de la chaîne et de la série comment choisir son PC, comment choisir les pièces de son PC, qu'on finira d'ailleurs par un petit tuto montage PC, donc restez connectés, un de ces quatre je vous ferai un tuto, ce sera probablement sur ce PC que je le ferai, donc ça veut dire qu'il faudra que je démonte tout et que je remonte tout, mais ça, c'est pas grave, ça c'est mon problème. Et du coup aujourd'hui on va parler de la carte mère. Donc qu'est-ce que c'est la carte mère? La carte mère c'est tout simplement la colonne vertébrale. Sans carte mère vous n'avez pas de PC. Enfin, de toute façon on peut dire ça pour toutes les pièces. Vous n'avez pas de Proco, vous n'avez pas de PC, vous n'avez pas de RAM, vous n'avez pas de PC. Mais globalement, c'est ce qui va soutenir toutes les pièces et qui va faire la connexion entre toutes les pièces. C'est-à-dire que toutes les infos qui passent entre la carte graphique et le processeur, ou le processeur et la RAM, etc., etc., va passer par la carte mère forcément. Ça va aussi être un endroit qui va gérer l'alimentation de beaucoup de choses, comme le processeur, la RAM et quasiment tous les composants de votre PC. Et c'est une pièce extrêmement importante dans un PC, parce que sans ça, c'est la merde. Et malheureusement, c'est aussi une carte qui est bien trop souvent un peu dénigrée, parce que ça n'apporte pas directement des performances. Là où ça va surtout apporter, ça va être de la stabilité, de l'évolutivité. Donc si vous avez besoin de changer des pièces au bout de quelques années, vous pourrez le faire si vous avez une bonne carte mère, et sinon vous devrez changer de carte mère si vous n'avez pas une bonne carte mère. Et elle est souvent dénigrée dans les PC pré-built, et dans les personnes qui ont un budget un peu trop serré, et malheureusement ça vaut des fois le coup de mettre 20 euros de plus dans une carte mère, dans une bonne carte mère, pour ne pas avoir à remettre 120 ou 100 euros après, au moment où vous voudrez changer de processeur. Donc vous avez l'habitude, si vous suivez mes vidéos, on va prendre une fiche technique top achat. Comme d'habitude, elles sont très complètes, il y a tout ce qu'on veut, et c'est bien clair et bien pratique pour avoir une première impression, même si évidemment vous n'êtes pas obligé de l'acheter sur Top Achat, ensuite vous pouvez prendre juste la même référence sur un autre site comme Amazon qui sont très très forts pour faire des prix très très bas. Donc après il y a plein d'autres sites, faut comparer, mais Top Achat sont vraiment bien pour voir toutes les caractéristiques très clairement des pièces, des composants. Donc, comme exemple ici, on va prendre la B450 Aorus Elite, qui est en fait ma carte mère, donc je la connais plutôt bien, et qui est une très bonne rêve d'ailleurs, hein. Si vous faites un PC moyen de gamme avec du AMD deuxième, troisième génération, n'hésitez pas, pour 115 euros environ, elle est juste incroyable. Cette vidéo, je vais un peu la séparer en deux parties. La première chose qu'on va voir, c'est très synthétiquement que veut dire chaque partie de la fiche technique, et ensuite je vous dirai les points très importants à regarder. Peut-être que si j'y pense, dans la timeline, je ferai en deux chapitres, enfin, je sais pas comment ils appellent ça sur YouTube, mais en gros en deux parties pour que ce soit bien séparé, que si vous voulez sauter cette partie, vous pouvez aller directement à l'autre, vous pouvez, même si c'est quand même intéressant de rester sur cette partie, mais qui risque d'être très très lourde en information. Donc la première chose qu'on voit, c'est la case CPU. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ça va être les types de CPU qui vont être supportés par la carte mère. Donc sur cette carte mère, c'est les CPU de première, enfin les CPU AMD de première, deuxième et troisième génération. Et techniquement, si vous faites la mise à jour du BIOS, ça peut même supporter les quatrième et cinquième générations. Je vous conseillerais plutôt de partir sur une B550. Ce sera beaucoup plus stable pour le coup, parce que ça commence à faire une longue durée de vie pour une B450 quand même, de partir sur une quatrième ou cinquième. Mais c'est possible si vous l'avez déjà, peut-être soit en attendant d'avoir une nouvelle carte mère, soit si vous n'avez pas envie de changer de carte mère, c'est tout à fait possible. Mais il faut faire la mise à jour du. Ensuite, on a le chipset. Le chipset, c'est quoi? C'est un code en fait, un peu, qui est composé d'une lettre et d'un nombre. Donc par exemple, pour la carte mère qu'on regarde là, c'est une B450. Et en fait, la lettre va correspondre au niveau de qualité de la carte mère, un petit peu. C'est une indication, hein, ça ne donne pas tout, ça dépend aussi d'une marque à l'autre, ça dépend aussi. Et le nombre derrière, ça va donner la génération. Pour la LED, chez AMD, on en a plusieurs, on en a trois. On a les A, qui sont le bas de gamme, sur lesquels on ne pourra pas faire d'overclocking, on pourra très peu évoluer, souvent au niveau des RAM, c'est pas incroyable, on peut pas en mettre beaucoup à très haute fréquence, mais en général, ça peut suffire pour les toutes petites configs, mais je conseille vraiment pas. Je vous conseille de partir au moins sur B, vous pouvez en avoir des très bien pour 110 euros environ. Par exemple, la mienne qui est vraiment excellente et pas trop chère, à 114 euros, est vraiment bien. Euh, et c'est bien pour tous les PC, je dirais. Si vous partez sur quand même des belles cartes mères, on peut aller jusqu'à du Ryzen 7. Mais là, il faut mettre peut-être 150 euros, c'est mieux, même si moi je vais mettre un Ryzen 7 sur 3700X probablement sur une B450 qui coûte pas très très cher. Donc en vrai, les B c'est vraiment bien pour quasiment tous les procos, sauf les derniers, les Ryzen 9, etc. Et aussi sur du B, vous pouvez faire de l'overclocking tranquillement, et vous avez aussi en général de très bonnes RAM. Par exemple, sur celle-là, vous pouvez mettre jusqu'à 128 Go à 3600 MHz, donc c'est vraiment pas mal. Et ensuite, on a les cartes mères en X. Là, c'est vraiment le fin de game, c'est vraiment les grosses cartes sur lesquelles vous faites du gros overclocking. Vous pouvez mettre jusqu'à 256 Go de RAM à très haute fréquence. Vous pouvez mettre, là pour le coup, c'est, je pense, un peu réservé au Ryzen 9,
parce que ça n'a pas forcément d'intérêt de mettre un Ryzen 7 dessus, même si en soi, rien vous empêche de mettre un Ryzen 7 ou même un Ryzen 5 dessus, ça fera aucun mal, mais je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Autant upgrade quelque chose en économisant 50 euros ou 100 euros sur la carte mère, en prenant une B et pas une X, pour le mettre autre part, ça aura plus d'intérêt si vous prenez un Ryzen 5 ou un Ryzen 7. Et le nombre, en gros, le plus grand, c'est le mieux parce que c'est le plus récent, mais il faut faire attention parce que les plus récentes ne peuvent pas forcément accueillir les processeurs d'ancienne génération. Donc il faut faire attention à ce point-là parce que si vous dites, oh, je vais prendre une carte mère dernière gène et tout, mais que derrière le processeur il est un peu trop ancien, vous serez un peu dans la merde. Mais du coup, attention à bien regarder ça parce qu'un nombre aussi plus grand, ça voudrait dire aussi d'avoir les dernières technologies telles que les NVMe 4.0, le PCI Express 4.0 d'ailleurs, les dernières fréquences de RAM et un peu tous les supports dans le genre qui permettront d'avoir vraiment un PC performant sur tous les points. Chez Intel c'est le même principe sauf que comme il y a plus de sockets, je vous expliquerai juste après ce que c'est, il y a beaucoup plus de chipsets. On a les bas de gamme qui sont les B, du coup, avec les B360, les B365, les B460 et les B560. Donc c'est le bas de gamme. Ensuite, on a les H qui sont le moyen de gamme, avec les H310, les H370, les H410, les H470, les H510 et les H570. Donc ça c'est le moyen de gamme, c'est ce que je pourrais vous conseiller pour du Intel, genre sur i5, i7 ou i3. Et enfin les Z qui sont les endgame, hein, l'équivalent des X chez AMD, avec les Z390, les Z490 et les Z590. Et je dois en oublier parce qu'il y en a très peu. Faudrait que j'aille vérifier. Non, non, c'était bien ça, il n'y en a que 3 chez les Z, mais ok. Et du coup, donc ça c'est le très haut de gamme, vous pourrez faire du gros overclock avec des grosses RAM, etc. Et toutes les dernières technologies au top. Et en plus, en général, elles sont plus belles, celles found game, hein, c'est normal. Ensuite, on a le socket, c'est très important à regarder. C'est la prise, en fait, l'endroit où vous allez poser le processeur, il y en a pas forcément des mêmes formes, tous les processeurs ne vont pas sur toutes les cartes mères. Alors chez AMD si, pour l'instant on est uniquement sur du AM4 depuis 2017 il me semble. Du coup vu qu'il n'y en a qu'un seul chez AMD, là où il faudra regarder la compatibilité, c'est bien au niveau de la ligne CPU où vous aurez les générations de processeurs qui sont acceptées, ou alors regardez, faire des petites recherches sur internet notamment au niveau des fabricants des cartes mères, dans le chipset, si le chipset est compatible avec tel ou tel processeur. Même si ça va varier un peu d'une carte mère à une autre. Par contre, actuellement chez Intel, il en existe deux différents. Donc il y a les LGA 1200 qui supportent les 10e et 11e générations d'Intel, donc les 10700 ou les 11700 par exemple pour les Intel Core i7. Et on a le LGA 1151 qui supporte la 9e et la 8e gène de Intel, donc il y a encore quelques personnes qui achètent de la 8e et de la 9e gène, parce que c'est pas des mauvaises gènes, hein, elles sont encore très bien, et dans des prix en général assez raisonnables. Après, pareil, il faut bien regarder parce que par exemple, toutes les cartes en LGA 1200 ne vont pas supporter la 11e gène qui est très récente, donc il faut bien vérifier en fonction d'une carte mère à une autre. Soit il y aura une mise à jour du BIOS qui aura été faite, il faudra aller regarder sur la page du composant directement sur le site du fabricant pour voir dans les mises à jour du BIOS si le processeur de 11e gène est dispo et compatible sur cette carte LGA 1200, et dans ce cas-là, il faudra faire la mise à jour du BIOS pour pouvoir accepter ce processeur. Ensuite, on a la RAM qui est acceptée, donc déjà de une avec le nombre de barrettes qu'on peut mettre. En général, c'est du 4, ça peut être 2 sur les plus petites cartes mères, ça peut être 8 sur des très très grosses cartes mères, mais c'est très rare. Et puis en général, c'est vraiment des cartes énormes, et d'ailleurs, c'est pas forcément très peu sur les CPU normales, hein, comme les Ryzen 7 et tout, mais plus sur les CPU de type Xeon ou Threadripper, où là ils peuvent avoir besoin d'énormément de RAM pour fonctionner. Du coup, déjà, on a le nombre de barrettes, ensuite on a la taille qu'on peut accepter au maximum, donc ici c'est 128 Go, c'est largement suffisant. Qui a besoin de 128 Go déjà, avec 32 Go t'es très très bien. Avec 64 c'est énorme, imagine avec 128, donc ça veut dire qu'il faudrait du coup 4 barrettes de 32. Ouais, c'est ça. 4 barrettes de 32. Ça va coûter cher, hein, 4 barrettes de 32, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre 128, bien évidemment. Et on a aussi la fréquence max, qui est 3600 MHz dans ce cas-là. Donc ça, pareil, bien regarder en fonction de la RAM que vous avez choisie, hein. Je peux vous renvoyer vers la petite vidéo sur le choix de la RAM que j'ai fait juste avant celle-là. Et j'essaierai de vous le mettre dans le i. Je sais même pas si c'est possible de le faire, vu que j'ai pas énormément d'abonnés, mais si c'est possible, je vous le mettrai dans le i, juste là, la vidéo sur la RAM.
Donc ensuite, on a les slots d'extension. Qu'est-ce que c'est les slots d'extension? C'est tout simplement l'endroit où on va mettre les cartes graphiques déjà, enfin là où les cartes graphiques, et là où on va mettre toutes les petites cartes d'extension, par exemple carte d'acquisition, carte Wi-Fi, ou alors pour avoir plus d'USB ou de ports quel qu'il soit, que ce soit RGB ou pour les ventilos du boîtier. Donc les grands ports sont en général dédiés aux cartes graphiques uniquement. Vous pouvez en mettre deux sur cette carte mère. Et on peut voir qu'il y a un des ports qui est X16 et l'autre qui est X4. Ça veut dire que le port X16 va mieux fonctionner. Donc quand vous montez un PC, veuillez à bien toujours brancher votre carte graphique, si vous en avez qu'une, dans le port le plus haut. La plupart des gens en ont qu'une. Et éventuellement, si vous en avez deux, mettre la moins bien en dessous. Même si du coup, en général, elles vont être reliées. Donc ça va fonctionner pas tout à fait pareil. Mais si vous en avez qu'une, mettez bien sur le port au-dessus. Et ensuite, on a les ports X1 qui ont besoin de beaucoup moins de débit parce que ce sont des ports d'extension. Il n'y a pas des grosses données graphiques, ce sont des petites données comme le Wi-Fi, etc. qui n'a pas forcément besoin d'avoir des débits aussi gros que ce qu'a besoin la carte graphique. Donc on a les petits ports ici qui peuvent, où on peut mettre absolument plein de trucs. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée aux cartes d'extension. Ce sera très certainement une vidéo très rapide, mais qui peut être très intéressante. Ensuite on a une partie qui s'appelle carte graphique. Alors je comprends pas forcément le choix de ce nom, parce qu'en fait c'est plus dédié à l'APU, donc au processeur graphique qui est dans votre processeur du coup, qui n'est pas, c'est pas le cas sur tous les processeurs, notamment chez AMD c'est assez rare. Mais si vous en avez un, donc il faut bien regarder cette case, parce que vous allez avoir notamment en première chose les ports vidéo de sortie que vous aurez. Donc dans ce cas là on a un HDMI et un DVI, donc ça veut dire qu'on peut brancher deux écrans en simultané, mais par contre je vous conseille pas forcément de le faire parce que ça va très vite bouffer les perfs de votre APU. Ensuite on a la petite mention de la mémoire partagée. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va vouloir dire le nombre de gigas de RAM que vous allez pouvoir allouer à la partie graphique donc de votre processeur, donc il va être considéré comme de la VRAM. Et on peut ici jusqu'à allouer 16 Go. Donc si vous avez 128 Go, évidemment vous mettez 16 Go. Si vous avez que 16 Go de RAM, vous mettez genre 2, peut-être 4 Go grand max d'allouer en mémoire partagée. Et du coup vous allez enlever un peu de votre RAM pour la transformer en VRAM, même si c'est pas exactement ça. Ça va fonctionner de la même manière. Et ça va permettre d'allouer un peu plus de puissance à cette partie graphique et peut-être de gagner quelques perfs en jeu, donc il faut essayer de trouver le bon équilibre. Et il me semble que ça serait dans le BIOS tout ça. Ensuite on a le support Crossfire, donc ça c'est pour dire si la carte mère peut supporter deux cartes graphiques en même temps et gérer les deux en même temps. C'est quand même mieux quand on a deux ports pour carte graphique, et donc ici on l'a, et ça veut dire qu'on peut brancher deux cartes graphiques en même temps et qu'elle sera supportée par Windows ou quel que soit votre système d'exploitation. Ensuite on a une partie qui est assez intéressante mais qui est c'est un peu le bordel hein, à première vue. Quand on regarde ça, il y a beaucoup de petites lignes et ça peut être assez compliqué. Mais en gros faut regarder le début de chaque tiret. Alors là, c'est mes petites notes, mais en gros, on a deux ports NVMe, donc pour les SSD M.2, donc c'est les tout petits SSD qui sont vraiment très performants en général, sauf s'ils sont en SATA, mais ça pareil, ce sera dans une prochaine vidéo sur le stockage. Et donc on en a un des deux, donc c'est probablement celui du haut qui supporte les SSD NVMe en SATA, donc c'est en gros les mêmes performances qu'un SSD en SATA, donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Et on a également 6 ports SATA pour brancher des disques durs, que ce soit des HDD ou des SSD, ou aussi par exemple des lecteurs de disques. Ça, il y en a qui se branchent en général en SATA, mais bon, honnêtement, qui a un lecteur de disque dans son PC qui monte aujourd'hui? Ou même en 2020, qui mettait un lecteur de disque dans sa tour? Pas beaucoup de gens, à part ceux qui faisaient vraiment de la bureautique et qui utilisent encore des CD, mais très peu de gens en utilisent encore. Ensuite, ça c'est des petites références, mais qui sont pas forcément utiles. On a la référence du port RJ45, la référence de la carte son intégrée, parce qu'il y a toujours une carte son intégrée dans les cartes mères modernes, et ça c'est très pratique, parce que du coup, pas besoin d'investir dans une grosse carte son si vous en avez pas besoin. Donc notamment si vous faites pas de musique ou si vous faites pas du traitement de son vraiment poussé. Par exemple, hein, moi j'ai juste un micro en USB, j'ai pas besoin de carte son parce que la carte son est déjà intégrée dedans. Et du coup, honnêtement, la carte son intégrée me sert juste pour mon casque. Donc, ensuite, on a le nombre d'USB disponible, donc c'est toujours spécifié si c'est interne ou à l'arrière de la carte mère. Donc sur celle-là, on a 8 ports USB à l'arrière et j'ai plus le nombre exact à l'intérieur. Ensuite, on a tous les ports qui sont à l'arrière, donc l'USB, le RJ45, même le petit port, je sais plus comment il s'appelle, mais pour le clavier souris à l'ancienne, mais plus personne n'utilise ça. Par contre, une partie très importante et intéressante qu'il faudra bien regarder en choisissant votre carte mère, c'est les ports internes, parce que tout simplement, ça va correspondre aux tous les petits branchements qui sont à l'intérieur de votre carte mère, et qu'il faudra bien regarder, du coup, notamment en fonction du nombre de ventilos que vous avez, et s'ils sont RGB ou pas, et si vous allez devoir brancher le RGB dans la carte mère.
parce que si vous, au moment de monter votre PC, vous retrouvez avec j'ai pas assez de ports pour tout brancher, ce sera la merde. Bon, vous allez investir dans des Y parce que ça coûte pas cher et que ça peut être très pratique, mais c'est pas forcément la meilleure solution et autant bien regarder avant pour ne pas se laisser de surprise au moment du montage du PC. Dedans, on a aussi tous les ports d'alimentation, donc que ce soit le gros 24 pins de la carte mère ou le 8 pins du CPU. Ensuite, on a la rêve du BIOS, ça ok. Et enfin, assez important, la taille de la carte mère qu'il faudra bien regarder en fonction du boîtier que vous allez prendre et parce qu'il faudra pas prendre trop petit parce que sinon c'est affreux. Je vous mets une photo là par exemple d'un PC où la carte mère est trop petite et que ça fait très vite dans le PC et c'est insupportable, mais il faut pas non plus que ce soit trop grand parce que sinon bah ça rentre pas. Donc sur cette carte mère c'est de l'ATX, donc qui est la taille de moyenne, c'est la taille de référence un petit peu. On a l'IT-ATX qui est plus grand et donc ça c'est vraiment dans les gros boîtiers et en général c'est des cartes mères très chères et très puissantes, enfin pas puissantes du coup mais très polyvalentes avec absolument tout, tu manques de rien dessus en général. Et on a aussi le mini ATX et le micro ATX qui sont des cartes plus petites pour les PC plus compacts et en général, alors ça dépend, soit il y en a qui sont moins chers mais en général ça veut dire c'est des cartes très bas de gamme et aussi il y en a des beaucoup plus chères parce que plus rares pour les PC très compacts mais on veut quand même du haut de gamme donc c'est compliqué à trouver parce qu'il y a des gens qui ont besoin de transporter ou qui n'ont pas beaucoup de place aussi pour avoir un petit PC qui tient là-dedans, faut bien une petite carte mère bien condensée avec tout ce qu'il faut au bon endroit pour pouvoir faire un montage propre quand même. Bon, maintenant qu'on a toutes ces infos, on va attaquer la deuxième partie. Parce qu'avec toutes ces infos, si on s'y connaît pas trop, on sait pas quoi faire avec. Donc je vais vous indiquer dans cette deuxième partie les points vraiment importants à regarder au moment du choix de la carte mère et en vous donnant quelques tips en même temps. Donc bien évidemment la première chose à regarder, la base du choix de votre carte mère, ce sera quel processeur vous prenez avec. Donc en fonction, il faudra regarder dans la case CPU, chipset et socket, bien vérifier les trois, croiser les informations pour savoir quelle carte mère est compatible avec le processeur que vous aurez choisi. Donc chez AMD c'est assez simple, hein, si vous prenez, c'est tout le temps du AM4 et en général vous prenez du B450, ça passe partout et vous êtes tranquille. Par exemple si vous prenez un 3700X, une B450 ou une B550 sera parfait. Après, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à demander que ce soit quelqu'un que vous connaissez qui s'y connaît un peu, ou même venir sur mon serveur Discord, je vous mettrai le lien en bio, où on a des canaux dédiés aux problèmes PC, hein, si on l'appelle ça comme ça, mais vous pouvez poser n'importe quelle question. Pareil, on a le canal demande config si vous avez besoin d'aide, et on a aussi le vocal, vous demandez dans le général s'il y a quelqu'un qui est dispo pour venir en vocal, et on viendra vous aider avec grand plaisir. Moi j'adore faire ça, et vraiment on est peut-être 200, non même pas, on doit être 100 dessus. Et c'est vraiment super chill et super sympa, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Une fois qu'on a un peu tout ça, un peu encore dans le choix de la compatibilité CPU, on va choisir le chipset. Le chipset sera très important de choisir, donc ce que je vous conseille, c'est évidemment le plus haut de gamme sera le mieux, mais c'est pas forcément le plus optimisé au niveau du budget. Donc ce que je vous conseille, si vous avez choisi de prendre un Ryzen 7 ou en dessous, de partir sur un chipset soit B450, soit B550 en fonction de la génération du processeur que vous allez prendre. Vous comptez prendre un Ryzen 9, de prendre au-dessus donc une carte mère en X, et là ce sera plus adapté. Pareil chez Intel, si vous prenez i7 ou en dessous, vous prenez des cartes mères en H, pour un i9 une carte en Z, et je vous conseille au maximum, vraiment ça c'est un tip que je vous conseille, ne prenez pas les cartes mères les moins chères, investissez un peu dedans, limite à attendre un peu plus longtemps pour économiser un peu plus, ou alors peut-être prendre que 8 Go de RAM pour l'instant, et ensuite passer sur 16, parce qu'évidemment un peu upgrade, hein, c'est l'avantage d'un PC qu'on monte soi-même. Prenez une carte mère un minimum qui tient la route, parce que sinon vous allez vous en mordre les doigts dans 4 ans quand vous voudrez changer n'importe quel composant et vous allez retrouver avec des problèmes de compatibilité parce que la carte mère sera trop bas de gamme et n'acceptera pas du tout aucun changement. Ensuite, deuxième chose à regarder, c'est en fonction de la RAM, toujours bien vérifier que, ça c'est assez facile à vérifier, que votre carte mère accepte la RAM que vous avez choisie. Donc si vous avez pris 16 Go 3600, vérifiez bien que la carte mère peut monter jusqu'à 3600, c'est plus rare chez Intel que chez AMD, mais c'est très important à bien regarder parce que sinon vous pourrez juste pas utiliser votre RAM, ça marchera, mais vous pourrez pas utiliser votre RAM au maximum de ses performances. La partie graphique est importante à regarder uniquement si vous comptez partir sur un APU, donc on rappelle chez AMD c'est les processeurs avec un G à la fin, chez Intel c'est tous les processeurs qui n'ont pas la lettre F à la fin, ça c'est à bien vérifier, donc uniquement si vous prenez un APU, sinon c'est pas grave, ça changera strictement rien à la carte mère, que ce soit bien ou pas bien à ce niveau-là. Bien faire attention aussi au niveau du stockage, au port M.2, bien vérifier qu'il soit compatible avec le SSD que vous avez choisi, parce que le NVMe se démocratise de plus en plus en ce moment, et ça on le verra par contre dans une prochaine vidéo. J'ai pas encore fait de vidéo sur le choix du stockage, mais du coup le SATA c'est toujours du SATA 3 tout à fait basique, et ça bon,
Voilà, il vous faut juste vérifier le nombre de ports. Par contre, au niveau du M.2, il y a le 4.0, le 3.0 ou en dessous, ou même ça peut être que du SATA. Donc bien vérifier, bien faire gaffe à cette information. Ensuite, très important, il faudra regarder l'interface arrière pour vérifier qu'il y a tout ce que vous avez besoin, que ce soit un nombre de ports USB. N'hésitez pas à vous faire une petite note en vous disant j'aurais besoin de brancher mon micro, mon casque, si vous avez un casque en USB, je sais pas, mon clavier souris, il faut déjà en compter deux de plus, éventuellement une webcam si vous en avez, et pensez à prendre un peu plus large au cas où vous avez besoin de brancher autre chose dedans. Et après, il ne faut pas oublier qu'en général, sur le boîtier, en fonction du boîtier que vous allez prendre, vous aurez des ports dessus. Moi, par exemple, sur mon boîtier, j'en ai deux ports USB, plus 8 à l'arrière, plus j'ai sur mon écran, j'ai 4 ports USB, et j'ai encore un petit hub avec deux ports USB supplémentaires. Donc ça va, moi je suis blindé, j'ai ce qu'il faut. Mais n'hésitez pas à bien regarder ça, parce que j'ai un pote qui s'est acheté une carte mère, et puis finalement, il n'y a que 6 ports dessus, c'est pas énorme. Pareil, l'interface interne, très important à regarder en fonction du nombre de ventilos que vous avez, et notamment aussi en nombre d'appareils RGB, et bien vérifier les branchements si c'est bien compatible, parce qu'il y a différents types de RGB, il y a le RGB, le RGB, le RGBW, et il me semble que c'est tout à peu près. Pareil, si vous avez du Corsair, bien vérifier que le nombre d'USB interne, parce que les hubs Corsair se branchent en USB interne. Donc pareil, je vous conseille de vous faire une petite note en listant tout ce dont vous aurez besoin de brancher à l'intérieur de la carte mère. Et je l'ai marqué en dernier sur ma note où j'ai écrit ma vidéo. Est-ce que c'est la meilleure des idées? Non, parce que j'aurais peut-être dû le dire avant, mais c'est pas grave, bien vérifier la taille de la carte mère, bien évidemment, parce que si elle est trop grande, elle rentrera pas, si elle est trop petite, ce sera moche, et des fois, vous payerez trop cher. Mais du coup, bien vérifier, évidemment, la taille de la carte mère, donc en général, hein, les boîtiers, c'est marqué dessus, s'ils peuvent accepter du ATX, du IATX ou en dessous, et il y a aussi la taille en centimètres, si par exemple, vous faites des projets un peu plus homemade, plus DIY, par exemple. Donc, ensuite, pour finir, je vais vous conseiller quelques cartes mères qui sont bien sympathiques. Donc première chose, la B450 Aorus Elite, parfait pour les processeurs Ryzen de première, deuxième et troisième génération. Les cartes mères Aorus chez Intel sont aussi très bien, donc n'hésitez pas. Et prenez la V2 qui est à peu près le même prix, mais avec un peu plus de stabilité, il me semble. Donc moi j'ai la première version et il y a la V2 qui existe. Et elle est vraiment bien parce qu'elle a un très bon prix, elle a tout ce qu'il faut, que ce soit en nombre d'USB, en nombre de ports internes, etc. Peut-être juste le bémol, c'est le port PCI Express pour la carte graphique qui n'est pas renforcé. Donc moi, par sécurité, même si c'est pas obligatoire parce que j'ai pas non plus une énorme carte mère, j'ai mis un petit support carte graphique, un petit support GPU pour que je sois sûr qu'elle ne bouge pas. Ensuite, on a les cartes mères Tomahawk, que ce soit chez Intel ou AMD, qui sont très bien, en général des prix un peu plus élevés, mais qui sont vraiment bien, notamment qui sont très performantes au niveau des blocs d'alimentation, enfin des étages d'alimentation plutôt. Donc pour de l'overclocking, c'est vraiment bien, et globalement c'est pareil, elles ont tout ce qu'il faut, elles sont solides, elles ont les ports renforcés en fonction de quelle génération vous prenez évidemment, et elles sont pas mal, même si elles sont un peu plus chères, mais elles valent bien leur prix. Ensuite, on a les Asus TUF, pour je sais jamais prononcer ça, c'est pas grave, qui sont aussi pas mal pour des budgets serrés, et ça va peut être bien pour un peu moins cher d'avoir des bonnes cartes mères. Les Asus sont vraiment pas mal. Et d'ailleurs aussi, je parlais de la Tomahawk, mais en général, les cartes mères MSI sont pas mal du tout. Bon, du coup, je regarde, je suis à 50 minutes de reg, de rush. Donc je sais pas comment je vais condenser ça en moins de 20 minutes. J'espère réussir à faire ça en moins de 20 minutes. Mais je pense que c'est une vidéo qui est à la fois très importante, même si très compliquée. N'hésitez pas à la revoir plusieurs fois tranquillement, à revenir sur chaque partie que vous voulez. Parce que c'est très important. La carte mère, faites pas une erreur là-dessus, sinon vous devrez la changer à chaque fois que vous voudrez changer un composant. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à bien regarder, à prendre du temps sur ce composant, et n'hésitez pas à poser des questions, que ce soit avec des gens que vous connaissez qui sont doués dans ce domaine-là, ou que ce soit sur Discord, par exemple sur mon serveur. Il y en a plein d'autres que le mien, mais il y a notamment le mien, où on est quelques-uns et on répond en général très très vite. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour dessus si vous avez la moindre question. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci si vous êtes resté jusqu'à là. N'hésitez pas à mettre le petit like de l'amour, le petit com de l'amour si vous avez la moindre question, la moindre reproche, le moindre commentaire, tant que ce soit négatif ou positif, tant que c'est constructif, ça me va. Et merci d'être resté jusqu'à là. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera très probablement sur le stockage, je pense, enfin en tout cas la prochaine vidéo de cette série.